Donc, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée nationale. Nous reprenons nos travaux. Monsieur Rice, bienvenue à l'Assemblée. Je vais vous donner un temps de 10 minutes pour faire votre exposé, peut-être nous présenter également la personne qui vous accompagne et par la suite, après votre exposé, suivra un échange avec les parlementaires. Je vous cède la parole, Monsieur Rice. Oui, bien sûr. Merci de nous inviter, monsieur le ministre, messieurs, dames les députés. Je suis accompagné de Claude Saint-Georges, qui est personne ressource au réseau communautaire en santé mentale. Peut-être vous présenter brièvement c'est quoi le réseau communautaire en santé mentale. En fait, on fédère 9 regroupements régionaux en santé mentale au Québec. En font partie les regroupements en santé mentale de l'Estrie, de la Mauricie, centre du Québec, de la Capitale-Nationale, de Montréal, de la Montérégie, de l'Outaouais, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Laval et de la Naudière. Les regroupements membres du COSP représentent 255 organismes communautaires, soit plus les 2 tiers des organismes reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux. En fait, on poursuit 2 objectifs ici aujourd'hui. En fait, dans un premier temps, on aimerait signifier notre appui au projet de loi et en particulier la création du revenu de base. Et dans un deuxième temps, on aimerait profiter de la tenue de cette commission pour sensibiliser les parlementaires aux enjeux et à l'importance que représente la santé mentale au Québec et dans la société en général. Voilà, le projet de loi vise 84 000 personnes. De ces 84 000 personnes, 36 000 ont des contraintes sévères à l'emploi en raison de la santé mentale. Donc, c'est le groupe le plus important parmi les gens qui sont visés par le projet de loi. Selon nous, c'est une avancée considérable qui est amenée. Ça représente pour nous un changement de paradigme important. On apprécie en particulier un certain nombre de clarifications qui nous ont été données, entre autres, notamment, que les prestataires de la nouvelle catégorie revenu de base pourront conserver leur revenu de travail et l'aide financière de leurs proches sans déduction. Les personnes actuellement au programme de solidarité sociale depuis plus de 5 ans seront admises immédiatement à ce nouveau programme de revenu de base. Les prestations pour les personnes admises à ce programme seront individualisées, c'est-à-dire que les revenus de leurs conjoints ou parents ne seront pas pris en compte dans le calcul de la rémunération. Les prestataires du revenu de base pourront conserver leurs prestations spéciales. Les personnes hébergées en ressources intermédiaires ou en CHLD verront leur allocation pour dépenses personnelles haussée d'un pourcentage similaire aux prestations non hébergées. Je cède la parole à mon collègue. Le prochain sujet qu'on voudrait aborder, c'est celui de l'attente de 6 ans. Alors, je pense que la Commission a été sensibilisée passablement durant la journée à cette question-là. L'explication qu'on ne trouve pas très convaincante finalement, c'est que pendant cette période-là, on va évaluer la persistance des limitations des personnes et voir leur capacité d'intégrer au marché du travail. Ce que l'on conçoit, c'est que dans le système actuel du dispositif d'intégration au travail, cette prétention est plutôt une illusion puisqu'il y a beaucoup de travail à faire pour développer les parcours d'emploi pour les personnes qui sont à la solidarité sociale. Alors, je pense qu'on est un peu optimiste en disant que pendant les 6 années d'attente, il y aura des occasions de développer les occasions d'emploi. Maintenant, on est par ailleurs des échanges qu'on a pu avoir avec le ministère. On a un certain espoir du côté du fait qu'il y a des travaux qui seront entrepris avec nos collègues du milieu des personnes handicapées, la COFAN, la KIS et la CRIF, où on pourra examiner s'il n'y a pas des catégories de personnes dont l'admission pourrait être plus rapide, immédiate, sans attendre de 6 ans. On a plusieurs types de situations qui ont pu déjà vous être illustrées. On pense qu'en matière de santé mentale, souvent les problèmes de santé mentale sont associés à des problèmes de santé physique importants qui rendent
pour plusieurs personnes, très improbable le retour au travail. Donc, on pourrait considérer qu'il y aura parmi cette catégorie de personnes des gens qui pourraient accéder plus rapidement au programme suite aux travaux dont je viens de faire mention. L'autre élément sur lequel on voudrait vous sensibiliser, c'est toute la question du revenu de travail permis pour les personnes qui présentent des contraintes sévères, en particulier les gens qui sont dans le programme de solidarité sociale. On a fait des représentations auprès du ministre et aussi du premier ministre en collaboration avec les associations de personnes handicapées que sont la CRIF et la COFAN et la KIS. Quand on compare le Québec, on a augmenté quand même le revenu de travail permis de 100 à 200. Il y a quand même un pas qui a été fait, mais on reste au Québec parmi les derniers quand on compare, quand on compare à d'autres provinces. Vous donner un exemple, le Nouveau-Brunswick permet aux gens qui présentent des contraintes à l'emploi de toucher 500 $ par mois de revenu de travail sans être coupé. L'Ontario aussi, c'est 200 $ pour l'Ontario, mais permet aux gens de conserver 50 % des revenus excédentaires de ce 200 $-là. La Colombie-Britannique permet 800 $ par mois de revenus de gains de travail sans être coupé. Pour nous, ça serait des incitatifs extrêmement importants pour mettre les gens en mouvement. Et l'enjeu auquel ça soulève, et puis c'est particulièrement vrai pour les gens en santé mentale, c'est de permettre le travail à temps partiel pour les personnes qui présentent des contraintes importantes, qui peuvent peut-être pas travailler à 35 heures semaine. La barre est peut-être un peu trop haute pour eux, mais nous, on fait le pari que si on donne la possibilité aux gens de travailler à temps partiel et de conserver une partie des revenus qu'ils pourraient toucher, ce serait un incitatif important pour eux. Ça nous permettrait de mettre ces personnes-là en mouvement. Je pense qu'un des objectifs du projet de loi, c'est de mettre les gens en mouvement comme ça, puis on pense que ça, pour y arriver, on pense que ça pourrait être une mesure très importante. D'ailleurs, on salue dans le projet de loi l'inclusion ou l'addition d'un objectif qui touche la participation sociale. Pour nous, c'est un élément extrêmement important. On irait savoir qu'est-ce que ça va vouloir dire, comment ça va se traduire en termes de mesures et en termes de réglementation. Mais pour nous, que la loi de l'aide sociale poursuive comme objectif la participation sociale, pour nous, c'est un gain, une avancée important. On a, depuis notre création comme réseau communautaire, qui est assez récente, en fait, depuis 2012 qu'on existe, on a cherché beaucoup à illustrer le fait que les liens importants qui existent entre les problèmes de santé mentale et la pauvreté. À la fois, les problèmes de santé mentale génèrent des situations de pauvreté et la pauvreté, à l'inverse, crée des problèmes de santé mentale et parmi la population. Et la prévalence des problèmes de santé mentale, c'est quand même énorme. L'OCDE évalue qu'à peu près 5 % de la population qui vivent des problèmes importants de santé mentale et 15 autres % des problèmes moins sévères. Alors, on est en face d'un défi colossal. Comment soutenir, avoir une politique vis-à-vis de la santé mentale qui prend en compte cette importante réalité-là. Et quand on regarde les grands programmes du gouvernement, que ce soit la lutte à la pauvreté, que ce soit le plan d'action sur la santé publique ou la prévention ou la stratégie d'intégration au travail des personnes handicapées, c'est très rare qu'on a des mentions où on a une attention particulière pour la santé mentale. Je pense que, et nous, depuis qu'on existe, on a mis de l'avant le fait que le gouvernement du Québec, à l'invitation de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OCDE par exemple, que la politique de santé mentale d'un gouvernement devrait être interministérielle, en fait. Et là, pour l'instant, elle n'est confinée qu'au ministère de la Santé et des Services sociaux, qui n'alloue qu'une partie très minime de son budget à la santé mentale. Donc, il y a énormément d'étapes ou d'actions à entreprendre pour que la santé mentale devienne un sujet d'importance collective et dans tellement d'aspects, là, on pourra y revenir, mais ça, je dirais que c'est une de nos souhaits, c'est qu'en fait, on puisse sensibiliser
les parlementaires au fait que la santé mentale, il y a des efforts importants à réaliser sur l'ensemble. On aimerait aussi conclure, aussi pour vous parler au niveau de l'intégration au travail. En fait, le commissaire à la santé et au bien-être, dans son rapport très bien étoffé là, qu'il avait produit sur la santé mentale, disait que 80 à 90 % des personnes qui présentent des troubles graves de santé mentale ne sont pas sur le marché du travail, alors que la moitié d'entre eux, 50 % souhaiteraient retourner sur le marché du travail. Donc, je pense que, tu sais, il y a un accord là qu'il faut essayer de voir comment on ne pourrait pas le combler. On est toujours en attente de la stratégie nationale pour l'intégration de l'emploi des personnes handicapées. C'est un peu le chien non manquant, selon nous, dans la politique qui est là. Je sais qu'on a eu des discussions, entre autres, mais on espère que bientôt, des travaux s'amorcent pour mettre en place cette stratégie-là. Puis on souhaiterait aussi que, dans le cadre de cette stratégie-là, il y ait des mesures spécifiques pour la santé mentale. D'abord, de par le nombre de personnes que ça touche. Puis, c'est sûr qu'on s'entend que quand on parle d'adaptation, là, pour nous, c'est pas des adaptations physiques que ça prend, c'est de l'accompagnement, c'est beaucoup de l'accompagnement. Il y a des modèles qui ont été testés ailleurs dans le monde, mais ici au Québec, je pense entre autres à nos collègues du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont mis en place un programme d'emploi accompagné qui fait ses preuves. 50 % des gens, on parle de gens qui ont des troubles graves de santé mentale, là, 50 % se maintiennent en emploi. Donc, je pense qu'il y a des modèles qui existent. C'est assez inégal d'une région à l'autre. Il faudrait voir comment on ne pourrait pas étendre ces modèles-là plus largement dans d'autres régions du Québec. Et ça, là-dessus, nous, on est très fiers à collaborer avec vous là, pour mettre en place des programmes là, pour faciliter le retour à l'emploi des personnes qui sont loin du marché du travail. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présentation. On va débuter les échanges. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, alors à mon tour de vous remercier. Donc, récemment, on a vu un élan de solidarité à l'endroit là, des travailleurs qui ont été congédiés, des employés, les stagiaires, si vous préférez, qui ont été congédiés chez Walmart. Ce qui m'interpelle dans ce qui est arrivé, donc l'élan de solidarité était très clair, très fort. On a eu des très, très beaux témoignages aussi. Là, puis, on a un contexte, je pense, qui est exceptionnel pour parler de ce sujet-là. Ce qui n'est pas clair pour moi, j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est... Il n'y a pas eu des organismes comme le vôtre, il n'y a pas eu, disons, un message fort par rapport au programme là, dans lequel sont encore ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est un programme donc administré par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Bon, on sait comment ça fonctionne, c'est un stage. Les stages se prolongent aussi, ça peut durer longtemps. Comment voyez-vous la maturité de ce programme-là? Est-ce qu'il est nécessaire sous sa forme actuelle? On pourrait l'améliorer? Et le lien que l'on peut faire entre ce type d'aide-là et, bien sûr, l'instauration d'un revenu de base pour les personnes handicapées? En fait, c'est sûr que l'arrivée d'un revenu de base change un peu les perspectives et les possibilités pour les personnes. Puis je vous dirais que, historiquement, ce que je comprends, parce qu'on est plus dans le domaine de la déficience intellectuelle avec laquelle je suis un peu moins familier, mais ça m'apparaît comme étant des plateaux de travail. On a un peu la même chose en santé mentale, puis je vous dirais que c'est des modèles qui existent encore aujourd'hui, qui répondent à certaines clientèles, mais tu sais qu'on a tendance à s'éloigner de ces modèles-là, puis on souhaite davantage s'approcher du marché régulier du travail. Je te dirais que c'est pas le genre de truc qu'on va faire du jour au lendemain. Tu sais, il y a des raisons historiques dans tout ça. Hein. Si on est parti d'un contexte de désinstitutionnalisation, donc il y a des gens qu'on a sortis des hôpitaux, qui avaient été hospitalisés pendant 20 ans, 30 ans. On a mis en place des structures dans la communauté pour les accueillir. Ces plateaux de travail-là faisaient partie des structures qu'on a mis, puis c'est correct. Je pense qu'il fallait mettre en place des choses. Sauf que, présentement, des gens qui sortent des hôpitaux comme ça, avec un long passé institutionnel, il y en a de moins en moins. C'est une bonne chose. Je pense que c'est une avancée sociale extrêmement importante. Ce qu'on voit arriver, c'est des jeunes qui ont des problématiques importantes de santé mentale, mais ils n'ont pas ce lourd passé institutionnel-là. Qui fait que moi, je pense qu'il faut adapter notre offre de service en fonction de cette nouvelle réalité-là. Puis, en ce qui concerne l'emploi, c'est-à-dire que ces jeunes-là ne veulent pas aller dans des plateaux de travail puis être dans un stage à vie. Moi, je pense qu'il faut essayer de leur offrir des parcours qui rapprochent davantage du milieu du travail, des parcours aussi qui les ramènent aux études,
Et ce qui a fait ses preuves présentement, c'est beaucoup les approches d'emploi accompagnées ou retour aux études accompagnées. Même ici à Québec, on a, nous, développé des programmes là, avec un organisme là, pour le retour aux études. Puis, évidemment, je pense que c'est beaucoup plus porteur et beaucoup plus prometteur, ce genre d'approche-là, je dirais, surtout avec la nouvelle génération, que les plateaux qu'on avait anciennement, même si je pense que ça répond encore à un certain nombre de personnes, mais de moins en moins. Donc, on est dans un domaine qui est évolutif, qui évolue dans le temps, qui est beaucoup lié à l'évolution des services en santé mentale au cours des 30 dernières années. Et moi, je pense qu'il faut un peu s'ajuster par rapport à cette nouvelle réalité-là. On disait ce matin que 43% des personnes à la solidarité sociale au Québec sont disons, dans des problèmes de santé mentale. Donc, c'est beaucoup, là, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, je voudrais tester une idée avec vous. Là. Mon impression, c'était que, bon, le débat sur le délai de carence, 6 ans, est-ce qu'on peut définir une catégorie pour avoir un accès plus rapide? Tout ça, on va examiner ça, mais mon impression tout bête, c'était que ceux qui pouvaient le moins facilement faire la démonstration qu'eux devraient finalement faire partie des catégories qui devraient de façon urgente intégrer le revenu de base, c'était en santé mentale. Alors, je vais vous dire pourquoi, là, parce que je pense qu'en santé mentale, il y a notamment des sérieuses et graves dépressions qui ne se règlent pas avec le temps, mais qui a un réflexe normal de penser, d'espérer qu'une partie de ces dépressions-là peuvent se régler. Et ce qu'on voit là concrètement, là, quand on voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui sortent de la solidarité sociale, c'est notamment parce qu'ils ont réglé ces problèmes-là partiellement du moins de santé mentale. Donc, je pars de cette impression-là, je ne connais pas le milieu comme vous, mais alors que quand il s'agit d'un diagnostic clinique rattaché à des problèmes physiques, là, le consensus émerge plus facilement. Voilà, c'est peut-être un biais, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est important. Ouais. C'est un peu particulier à la santé mentale. Il faut dire que, tu sais, ce qui est particulier à la santé mentale, contrairement aux personnes handicapées physiques, c'est qu'on est devant une problématique qui se manifeste de façon épisodique. Okay? Donc, la personne peut aller bien pendant un certain temps, puis après ça, pouf, une personne bipolaire, par exemple, va tomber en pleine dépression, puis une autre période, elle va être plus en manie. Donc, comment qu'on fait pour aménager un environnement qui tient compte de ces réalités-là? Puis, il faut sortir un peu de la logique binaire, apte-inapte. Tu sais, il y a une zone grise entre les deux, là, qui est énorme. Puis, je me dis, il faut aménager un environnement où qui est beaucoup plus compatible et propice au rétablissement des personnes. Donc, ça prend énormément de souplesse au niveau des programmes, puis éviter que les gens tombent dans le piège. Là. C'est soit tu es apte ou tu es inapte, puis il n'y a aucun espace entre les deux, parce que les personnes peuvent se réaliser, puis peuvent évoluer, puis peuvent progresser. Donc, ça, il faut tenir ça en tête quand on met en place des programmes, puis quand on arrive avec... puis je ne veux pas occulter la réalité des gens qui sont hypothéqués au niveau de leur santé. Ça existe. Là. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas, mais il faut aussi être conscient que dans le temps, tout ça peut évoluer. Une personne avec un handicapé physique lourd va probablement plafonner. En santé mentale, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, il y a une évolution qui peut se faire. Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mettre en place un environnement qui est favorable au rétablissement des personnes. Je ne sais pas si ça vous éclaire ou... Oui, c'est clair. Okay. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle, M. le député de Rimouski. C'est intéressant, ça. Je vais continuer un peu là-dessus. À page 10, vous dites, en comparaison avec l'Ontario, le Québec apparaît plus rigide à admettre dans son programme de solidarité sociale des personnes ayant des contraintes, des capacités physiques ou santé mentale. Si on prend quelqu'un qui arrive à l'aide sociale, parce qu'il y a un choc dans sa vie, puis là, il fait une grande dépression, quelque chose du genre, il arrive à l'aide sociale. Là, l'expérience que j'ai dans mon bureau de comté, c'est pas évident de faire reconnaître que tu as une dépression. Il faut que tu te débattes avec la machine, puis faire reconnaître ça. Et là, en plus, maintenant, si tu es primo-demandeur, il faut que tu essaies de t'inscrire dans un parcours que tu vas probablement abandonner. Puis là, si tu abandonnes, tu as des pénalités parce que tu n'as pas réussi à abandonner. Et là, tu vas vivre ça pendant quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, puis là, ta santé va pas beaucoup mieux. À un moment donné, le médecin, où on finit par comprendre qu'il
il est mieux d'aller à la solidarité sociale, parce que là, il arrive à la solidarité sociale après plein de démarches puis de démarches où on a réussi par reconnaître qu'il y avait une contrainte. Et là, il faut qu'il attende 5 à 6 ans pour arriver au revenu de base. Puis là, si pendant ces 6 ans-là, sa condition s'est améliorée ou elle a recommencé, bien, comment on pourrait faire? C'est un peu ça quand je dis que le revenu de base, ça peut être intéressant, mais on vient complexifier les affaires. Là. Comment on peut faire pour améliorer ça? Comment, selon votre expérience, comment on pourrait faire pour faire en sorte de ne pas échapper personne, puis pas obliger toutes ces personnes-là à confronter une machine gouvernementale qui est souvent lourde et inhumaine? Il y a quand même, quand on regarde les chiffres bruts, il y a un déclin du recours à l'aide sociale. On est rendu à 6 % de la population active actuellement qui a accès, qui bénéficie de l'aide sociale, de la solidarité sociale. Il y a aussi même un déclin chez les personnes qui ont à la solidarité sociale reconnue avec des contraintes sévères. Le nombre diminue d'année en année. Le regard qu'on a fait sur l'Ontario, il semble que la province de l'Ontario a un mécanisme d'accès plus favorisant et il y a une proportion de la population. Alors, et cette question-là a été un peu soulevée dans le rapport des experts sur le revenu minimum garanti. Ils parlent du non-recours. On a parlé ce matin aussi peut-être des embûches bureaucratiques, la lourdeur du système, le fait que des gens auraient des droits et qui ne sont pas répondus. Je pense que là, il y a... et l'accès aux différentes catégories, le problème des diagnostics et tout ça, le fait que certains médecins peuvent être réfractaires même à donner des diagnostics qui donnent accès, je pense que ça doit ouvrir une réflexion à des études sur pourquoi notre système couvre de moins en moins de personnes et pourquoi il y a des lourdeurs dans l'accès et pourquoi il y a des droits de personnes qui ne sont pas comblés par l'état du système. Là, moi, je suis content du feeling de M. le ministre. Je pense qu'il y a une bonne observation. Effectivement, il y a quelque chose à voir là. Il y a peut-être trouvé une solution pour pas échapper ces gens-là puis essayer de se connecter à des réalités qui sont un peu différentes que quelqu'un qui a des handicaps physiques. Là. Effectivement, ça peut être compliqué, mais c'est quand même des gens là, qui sont au bout de ça, là, qui ont besoin. J'aimerais ça que vous me parliez aussi votre recommandation 5. Là, vous en avez parlé un peu, là, mais j'essaie de comprendre c'est quoi votre affaire d'exclusion zéro, puis comment ça fonctionne. Puis là, en plus, vous parlez dans toutes les régions du Québec, c'est le genre de choses qui m'intéressent. C'est une recommandation qu'on a recyclée d'un autre rapport qu'on a présenté, mais est toujours aussi actuelle. En fait, nous... est encore bonne. Mais en fait, tu sais, la question d'intégration au travail, on a parlé tantôt de la stratégie, puis je pense que ça, c'est un morceau important. C'est le chaînon manquant, selon nous, c'est un morceau important. Mais au-delà de ça, mettons qu'il y a des gens qui ne peuvent pas immédiatement intégrer le marché du travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Tu sais, vous parliez tantôt, comme objectif du projet de loi, vous avez souligné la participation sociale. Moi, je pense que c'était un élément important. Et d'ailleurs, je vous réfère à un avis qui a été produit par le Comité consultatif de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale qui portait là-dessus. Le titre, c'était « Au-delà de l'emploi, reconnaître la participation citoyenne et le droit à la dignité ». Je vous invite à le lire. Je pense qu'il y a des idées intéressantes là-dedans. Et c'est ça, quand je vous parlais de mettre en place un environnement qui est favorable au rétablissement, c'est mettre en place des trucs comme ça, qui comprend bien sûr l'intégration au travail, mais qui va au-delà de tout ça aussi. L'idée, c'est de mettre les gens en mouvement, puis donner une possibilité aux gens de se réaliser, puis à partir de là, on construit. Puis c'est là, tu sais, il faut reconnaître que la santé mentale, tout ça est évolutif, puis il peut changer dans le temps aussi. Donc, peut-on aménager un environnement qui est beaucoup plus propice et favorable au rétablissement des personnes? Ce qui est défavorable au rétablissement des personnes, c'est l'exclusion sociale, l'isolement. Ça, c'est des trucs, c'est des déterminants importants sur lesquels il faut combattre. Donc, voilà. Ça, c'est un programme qu'il faut mettre de l'argent là-dedans là, pour créer ce programme-là. Il faut que ça soit présent dans toutes les régions. C'est-à-dire que, il y avait un programme qui s'appelait Pass Action, hein, qui visait beaucoup cette clientèle-là, qui était très loin du marché du travail. Avec le temps, Pass Action s'est collé beaucoup avec les programmes d'employabilité.
Je me dis, peut-on avoir un programme... Moi, la compréhension que j'avais avec Pass Action, peut-être que je me trompe, la compréhension que j'avais quand Pass Action a été créé, ça s'adressait vraiment à des gens qui étaient complètement loin du marché du travail. Une personne qui est sans abri, là, tout de suite, demain matin, on ne pense pas à l'intégrer sur le marché du travail tout de suite. Mais il faut commencer à faire des pas avec, il faut commencer... Puis peut-être, éventuellement, on va se rendre jusque-là. Mais c'est sûr, si on arrive à un programme, puis on se dit, écoute, là, tu as 5 ans, puis si 5 ans, tu n'as pas trouvé de job, bye-bye, c'est fini, je pense qu'on fait fausse route en faisant ça. Il faut mettre en place, il existe quand même un certain nombre de choses présentement. Le milieu communautaire, il faut juste en santé mentale, le milieu communautaire à large, je pense que ça, c'est des laboratoires extrêmement extraordinaires pour les personnes où ce qu'ils peuvent se réaliser. On l'a déjà ici au Québec. C'est comment qu'on fait pour bonifier ça, reconnaître ça. Bon, là, on peut embarquer dans tout l'enjeu du financement du milieu communautaire, mais on dispose au Québec quand même d'un réseau qui est là, qui existe peut-être pas ailleurs non plus. Là. Puis je pense qu'il y a une richesse, je pense, qui est à regarder. Là. Bien, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que la meilleure façon pour rejoindre des personnes dans des communautés qu'on se voit, qui vivent des situations difficiles, puis qu'on ne veut pas échapper, puis on ne veut pas laisser partir dans des dalles bureaucratiques, la meilleure chose, c'est qu'ils soient aidé par un groupe communautaire de la place, de la communauté, qui connaît et qui est capable de lui offrir un accompagnement qui est collé à sa réalité. Moi, je pense que c'est encore la meilleure chose, c'est encore la meilleure affaire qu'il faut faire, mais pour ça, il faut mieux financer nos organisations communautaires puis leur permettre d'avoir un peu plus de latitude, arrêter de les financer par programme, par objectif bien précis, mais avoir la latitude pour adapter leur intervention, parce que les régions ne sont pas toutes pareilles. Je dirais aussi... Tantôt, parce qu'on revient souvent à l'arrivée d'un revenu de base. Je veux toujours répéter que c'est l'arrivée d'un revenu de base pour une certaine catégorie de personnes. C'est pas un revenu de base universel pour tout le monde. Dans le discours, il faut le rappeler. Mais en terminant, j'aimerais ça juste que vous m'expliquiez, puis ça n'a pas vraiment rapport au projet de loi, mais vous avez pris le temps de l'écrire dans votre mémoire, puis vous en avez parlé un peu tantôt, quand vous dites que le M3S n'alloue que 6 % des dépenses au programme de santé mentale. Ça me surprend. 6 % vous pensez, c'est... Règne alloue 12 % de son programme de santé à la santé mentale. Ça vous donne un ordre de grandeur. On parle du simple au double. Donc, et l'Organisation mondiale de la santé encourage, évidemment. Je pense qu'il y a eu comme un éveil qui se fait depuis une dizaine d'années. Il n'y a pas juste l'Organisation mondiale de la santé. L'OCDE aussi a produit un avis récemment. Mais je pense que les gens sont de plus en plus conscients de l'importance que ça représente dans nos sociétés, puis que finalement, il faudrait investir de façon beaucoup plus considérable ce qu'on fait. Mais le Québec ne se démarque pas par rapport à ces investissements en santé mentale. Ça, c'est un fait. Oui. Un peu pour illustrer, je pense que d'autres juridictions prennent plus en charge la question de la santé mentale, puis je pense qu'il y a un éveil à faire au Québec. Par exemple, la Colombie-Britannique, maintenant, a une ministre de la Santé et des dépendances, alors en titre. La santé mentale. Santé mentale, pardon. Je vois que c'est pas... j'ai pas beaucoup de temps, mais... Je vois que ce n'est pas beaucoup d'argent qui est consacré à la santé mentale. Je pensais que c'était plus que ça. Je suis un peu surpris, mais il y a aussi, est-ce que le ministère de la Santé, c'est le ministère de la Santé qui a un peu le rôle de faire l'interministériel, de s'assurer que les problématiques de santé mentale soient bien comprises par les autres ministères? C'est-tu la même chose? S'il vous plaît. Bien, rapidement, je pense que les interfaces entre les différents ministères, c'est pas ce qu'on voit le plus profitable actuellement. Par exemple, le plan d'action, le 3e plan d'action, on voit très, très peu la contribution du ministère de la Santé dans ce plan-là. Alors, il y a beaucoup de choses à faire entre les ministères pour faire avancer la cause de la santé mentale. Pour l'instant, c'est au ministère de la Santé et des Services sociaux avec peu de moyens. Et si on prend, par exemple, les délégations au travail, on a vraiment une jonction, là. La partie travail relève de votre ministère, mais il y a une partie santé et services sociaux qu'il faut attacher. Je suis désolée, M. Rice. Malheureusement, tout le temps qui était alloué à l'opposition officielle. Nous allons maintenant vers le 2e groupe d'opposition. Monsieur le député de Drummond-Bois-Franc, vous avez la parole. Enfin, peut-être juste, je vous laisse juste finir ce que vous vouliez dire, là, si vous avez encore d'autres choses. OK, ouais, non, je disais, c'est que le maillage entre santé, services sociaux et emploi et solidarité sociale, ça, c'est à retravailler, je pense. Puis... dans la stratégie. Mais c'est comme on vous parlait tantôt, surtout les gens qui sont très éloignés du marché du travail. Je pense qu'il existe des programmes, on parlait tantôt de l'emploi accompagné, mais il y a une partie de ça qui relève de la santé, puis une autre partie qui relève. Comment on démêle les affaires là-dedans? Il y a un enjeu important. Oui.
Bien, en tout cas, moi, je vous écoute, puis là, on parle pas juste de la solidarité, on parle de tout l'aide sociale au complet, parce que là, le nouveau programme qui vient d'être mis en place, il y a aussi beaucoup de travail à faire là-dessus, là, au niveau des nouveaux demandeurs, des jeunes, vous parliez des jeunes tantôt. Je pense que c'est un gros fléau. Et puis oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'on manque d'argent au niveau de la santé mentale. Puis de toute manière, on le dépasse pareil, parce qu'on le dépasse d'une autre manière par la sécurité publique. J'ai des bonnes connaissances dans le milieu policier, puis souvent, ils me disent, regardez, la nuit, souvent, en fin de semaine, on a des interventions qu'on fait des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. On les emmène à l'urgence, puis 2 semaines après, on les récupère encore, puis on les retourne à l'urgence. Fait que c'est des portes tournantes. Pourquoi? Parce que c'est des gens, malheureusement, qui ne sont pas suivis et qui coûtent au système pour rien, alors que s'il y aura un suivi adéquat, il serait beaucoup mieux. Puis justement, alors là-dessus, c'est pour ça que ma question un peu, on parlait des personnes qui ont des handicaps physiques. Ça paraît beaucoup plus, c'est visuel. En santé mentale, ça ne paraît pas toujours, à part des fois avec une personne pas âgée. Est-ce que vous trouvez que, justement, là-dessus, il peut y avoir une sorte de discrimination là, un peu technique, je dirais, parce que, justement, il manque de ressources et puis ces gens-là manquent d'encadrement et puis ça se retrouve finalement au niveau de la solidarité où ce que les gens sont là-dessus. Mais moi, je dis encore là, je fais un exemple. Des fois, vous avez un jeune qui a des problèmes à l'école, le parent va avec, puis il dit devant le professeur, « Ah, tu fais ça, mon jeune, il est pas bon. » Toi, c'est ça, c'est une claque en arrière de la tête, c'est la même affaire, là, tu sais. Alors, quand tu as déjà des problèmes de santé mentale, puis des fois, les gens, des fois, ils le savent, mais pas tout à fait, puis quand on vient de leur dire, ben là, tu es inapte au travail. C'est encore un autre coup, alors que peut-être que, quand vous dites, apte ou pas apte, ben, regarde, on peut t'aider. Je pense qu'on est capable de faire un cheminement de retour au travail, mais on va t'aider. C'est plus positif que de dire oh, t'es inapte, mais alors, après ça, on va regarder si t'es crédible pour un programme. C'est tout là que se joue un peu l'approche. Et puis moi, je pense que au niveau de la santé mentale, l'encadrement puis la classification ne devrait pas être la même chose que d'autres personnes parce que justement, il y a besoin d'un suivi avec le ministère de la Santé qui fait très défaut. Oui, puis ça commande beaucoup de souplesse. Je vous dis, je connais des personnes, moi, qui sont dans des programmes. On parlait des stages à vie. Là. Ils participent parce qu'ils veulent être actifs, ces personnes-là, pas parce qu'ils font pas ça parce qu'ils sont obligés de le faire, mais ils sont très hésitants à embarquer sur le marché du travail parce qu'ils se sont déjà pété la face en le faisant. Comment on fait pour mettre en place un environnement qui soit beaucoup plus favorable, puis que les gens disent « OK, correct, je vais m'asseyer. » Mais il y a des gens qui ont pas parce qu'ils sont lâches, là, à cause que, ils ont connu des échecs, ils se sont pété la gueule en essayant d'intégrer. Puis la marche est souvent trop haute. Puis on s'entend aussi que le marché du travail devient de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus de monde qui tombe au combat, là. Regardez les primes d'assurance, là, ils vont vous en parler des gens, là. On voyait voir ça 20 ans passés. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. À la fois, comment on fait pour intégrer des gens qui ont des problèmes de santé mentale au marché régulier et comment on fait pour rendre ce marché régulier-là un peu plus, un peu plus... oui, voilà. Brièvement, oui. la présidente. Oui. Mais il y a aussi la forte présence de la stigmatisation. C'est que je pense qu'il y a tellement de travail à faire de ce côté-là. C'est pas étonnant dans le cadre de la culture actuelle que les employeurs soient si réfractaires à embaucher des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Puis je dirais en passant que l'employeur qui n'est pas le plus exemplaire, mais qui est pourtant le plus important employeur au Québec, c'est le gouvernement du Québec, c'est la fonction publique, c'est le réseau de la santé avec 400 000 personnes et les efforts qu'on fait pour intégrer des personnes qui ont des incapacités, des handicaps ou des problèmes de santé mentale, je pense qu'on ne prêche pas par l'exemple. Monsieur le député de Drummond-Boisfort, ça va? Non, ça va, merci. Je veux vous remercier beaucoup, messieurs, pour votre contribution à nos travaux. Et la commission ajourne de ses travaux au mercredi 11 avril 2018 à 11h30 afin de poursuivre les auditions. Merci. Bonne fin de soirée.